Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans cette interview unique que nous réalisons dans la ville de Sotchi avec le président russe Vladimir Vladimirovitch Poutine. Avec nous, Mohanad Khatib, reporter pour Sky News Arabia, et Salam Moussafir, journaliste de la chaîne RT Arabique. Merci beaucoup de nous donner cette occasion unique avant votre visite en Arabie Saoudite. Sous votre présidence de la Russie, pendant plus de 10 ans, ont eu lieu des événements tragiques, dramatiques au Proche-Orient. Les bases de nombre de pays ont été sapées, les structures étatiques en Irak et en Libye ont été détruites. Nous voyons qu'un destin similaire attend peut-être d'autres pays. Nous avons vu ce qu'il s'est passé en République arabe syrienne, des événements catastrophiques. Beaucoup de personnalités arabes croient que la Russie pourrait renforcer son rôle dans la région. Vous savez sans doute que notre chaîne RT Arabique couvre entre autres la politique extérieure de la Fédération de Russie. Beaucoup de nos téléspectateurs se demandent pourquoi la Russie a-t-elle une position aussi ferme à l'égard de la Syrie alors qu'elle n'a pas été aussi ferme dans le cas de la Libye ou de celui de l'Irak. D'abord, je n'étais pas président au moment où ont eu lieu les événements concernant l'Irak et la Libye. Mais ce n'est pas la question, ou pas tout à fait. La question est que, dans le premier cas, comme on sait, les États-Unis ont agi en contournant le Conseil de sécurité de l'ONU. Les États-Unis n'avaient pas de mandat pour employer la force contre l'Irak. Ils n'avaient donc pas ce mandat contre l'Irak? Ah non, j'occupais déjà cette fonction à l'époque. Mais la Russie n'a pas soutenu cette intervention. La Russie, la France et l'Allemagne n'ont pas soutenu les projets américains concernant l'Irak. En outre, nous avions mis en garde contre ces possibles conséquences négatives qui ont de fait eu lieu. La première euphorie suscitée par les victoires militaires a vite été remplacée par la désolation et le pessimisme engendré par les conséquences de cette victoire. Parce que toutes les structures étatiques de l'Irak ont été détruites, mais aucune nouvelle n'ont été créées, du moins au départ. Par contre, des forces radicales se sont mobilisées et des forces terroristes se sont consolidées. Beaucoup d'anciens officiers de l'armée de Saddam Hussein et des fonctionnaires des services spéciaux ont changé de camp et ont rejoint ce qui devait plus tard devenir Daesh. Tous ceux qui ont organisé et soutenu cette action n'en avaient donc pas calculé les conséquences. Nous espérons vraiment que l'Irak va désormais évoluer dans le bon sens, que le pays progressera en dépit de ses problèmes intérieurs, mais il fait face à de nombreux problèmes, nous le savons très bien. Concernant la Libye, le chaos qui y règne depuis les opérations militaires semble malheureusement n'en plus finir. Mais là, nos partenaires occidentaux se sont pour ainsi dire moqués de nous. La Russie a voté pour la résolution du Conseil de sécurité correspondante. Or, que dit cette résolution si on la lit attentivement? La résolution interdisait à Kadhafi d'utiliser l'aviation contre les insurgés. Mais rien n'autorisait non plus les bombardements du territoire libyen par d'autres aviations. Or, c'est ce qui s'est produit. Dans le fond, cela a donc été une violation de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, un moyen de la contourner. Voilà ce qui est arrivé en réalité. Le chaos y règne toujours, le désordre, des flux de migrants passant par la Libye. Ce contre quoi Kadhafi avait toujours mis en garde, arguant qu'il fermerait le passage aux migrants d'Afrique vers l'Europe. Une fois ce mur disparu, les flux ont bougé et ils doivent désormais faire face
à ce contre quoi ils avaient été mis en garde. Mais ce n'est peut-être pas là l'essentiel. Le plus important, c'est que cela déstabilise l'ensemble du Proche-Orient. Concernant la Syrie, nous y sommes allés afin de soutenir un gouvernement légitime, car il s'agit bien d'un gouvernement légitime, je tiens à le souligner. Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas de problèmes internes. Je suis disposé à en dire quelques mots plus tard. Cela ne veut pas non plus dire que les dirigeants actuels n'ont aucune responsabilité quant à la situation dans laquelle se trouve le pays. Mais cela ne veut pas dire que nous devions laisser les organisations terroristes s'emparer de la Syrie et y fonder une entité terroriste quasi étatique. Nous ne pouvions permettre qu'il y ait un afflux de combattants vers les pays de l'ex-Union soviétique, avec lesquels nous n'avions ni frontières strictes ni régime de visa. Nous ne pouvions permettre que des combattants pénètrent sur le territoire russe à partir de la Syrie. Nous avons déjà vécu une telle situation et nous savons bien à quoi elle peut aboutir. Il suffit de penser aux événements pas si anciens qui ont eu lieu dans le nord du Caucase en Russie. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons décidé de fournir de l'aide aux autorités légitimes syriennes. Nous n'avons pas simplement fourni de l'assistance à ces autorités légitimes, nous partons du principe que les contradictions politiques internes peuvent être et doivent être résolues uniquement par des moyens politiques. Voilà pourquoi nous avons été inflexibles et je suis très heureux qu'aujourd'hui commence un processus politique avec la création de ce que l'on appelle le comité constitutionnel. L'idée de créer un tel comité est née ici, à Sotchi, lors d'un congrès du peuple syrien, auquel des forces politiques diverses ont pris part, y compris l'opposition et les structures gouvernementales. C'est précisément à cet endroit que les Syriens ont convenu entre eux de créer un comité constitutionnel pour commencer à travailler sur la modification de la constitution syrienne ou sur l'adoption d'une nouvelle constitution. Nous avons parcouru un long chemin plutôt compliqué et difficile pour former ce comité. Maintenant qu'il a été formé avec les représentants du gouvernement, du président Assad et de l'opposition, j'espère qu'il va commencer son travail dans les prochains jours à Genève, sous les auspices de l'ONU. Monsieur le Président, vous avez évoqué les relations entre l'Arabie saoudite et la Russie. Comme vous le savez, c'est là un partenaire stratégique de la Fédération de Russie dans le domaine de la sécurité énergétique. Vous devez être au courant de ces deux attaques de drones militaires contre des raffineries pétrolières et de ce qui se passe actuellement dans ce pays. Actuellement, en Arabie saoudite, on parle beaucoup du fait que l'Iran pourrait jouer un rôle déstabilisateur dans la région. Vous avez parlé de la nécessité de trouver des preuves que l'Iran est vraiment responsable de ces attaques. Quelle est maintenant la position officielle de la Fédération de Russie face à cet incident ? La position officielle est la suivante. Nous condamnons tout acte de ce type. Il ne peut en être autrement. C'est notre position officielle. Nous l'avons déclaré immédiatement et j'en ai parlé moi-même récemment lors de la semaine de l'énergie à Moscou. Il ne peut y avoir aucun doute. De tels actes n'apportent aucun résultat à qui que ce soit, ni même à ceux qui les préparent et les mettent en œuvre. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un s'attendait à ce que cela affecte le marché du pétrole, son objectif n'a pas été atteint. J'estime que les fluctuations n'ont pas été si grandes. Une première envolée a été perceptible, mais en l'espace d'une semaine, les prix sont revenus à la normale. Parce que les facteurs fondamentaux qui façonnent le marché ne permettent pas au prix de grimper ou de chuter considérablement. C'est la première chose. Deuxième chose, nous et moi-même, personnellement, sommes en contact avec les dirigeants saoudiens, y compris le prince héritier. Nous avons abordé ensemble cet incident. Je lui ai dit que j'estimais nécessaire d'obtenir des preuves, de trouver les coupables et de confirmer les identités des responsables.
Le prince Ben Salman était de manière générale d'accord avec moi et il m'a demandé si la Russie pouvait participer à l'enquête sur cet incident. J'ai dit que oui, nous étions prêts à partager tout ce que l'on nous demanderait et tout ce que nous avions pour que cet incident fasse l'objet d'une enquête approfondie. Par conséquent, notre position demeure la même. Avant que l'identité de ceux qui se cachent derrière cet acte ne soit absolument claire, il serait inadéquat de désigner des coupables. Monsieur le Président, pouvons-nous au moins obtenir de la Russie l'affirmation que, s'il s'avérait que l'Iran était à l'origine de cette attaque, la Russie se joindrait au pays condamnant Téhéran? Je viens de le dire et je le répète, peu importe qui est à l'origine de cet incident, nous condamnons ce genre d'acte. J'ai dit précisément cela, il ne peut y avoir de double interprétation. Monsieur le Président, mettons un instant de côté ces attaques des raffineries. Vous comprenez sans doute qu'il y a actuellement de vives inquiétudes dans la région. Et vous analysez vous-même cette situation. Le rôle de l'Iran suscite des inquiétudes, et non seulement dans le cadre de ces récentes attaques, mais aussi dans d'autres pays, au Liban, au Yémen, en Irak, en Syrie et d'autres encore. La Russie a-t-elle aussi des inquiétudes par rapport aux activités de l'Iran que nous considérons comme déstabilisantes? Pensez-vous que la Russie puisse exercer une certaine influence sur l'Iran afin de voir son comportement évoluer? J'ai déjà dit que nous entretenions avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis des relations chaleureuses et de partenariats sans précédent. Mais la Russie ne se lie pas d'amitié avec quelqu'un tout simplement pour agir contre quelqu'un d'autre. Nous construisons des relations bilatérales basées sur des tendances positives dans nos échanges et ne créons pas d'alliances dirigées contre quelqu'un. C'est mon premier point. Le deuxième point est le suivant. Je pense que vos auditeurs, vos téléspectateurs et vous-même le comprendrez également. La Russie et l'Iran sont voisins. Nous ne pouvons l'ignorer. Troisième point. L'Iran est une puissance régionale majeure. C'est une nation ancienne avec sa propre culture, une culture ancienne et profonde. Et si nous voulons construire de bonnes relations avec quelqu'un, je pars du principe que tous les pays de la région veulent avoir de bonnes relations les uns avec les autres, et que personne ne veut de confrontation, ou que Dieu nous en préserve, d'affrontement. Personne ne veut cela. Je sais qu'en Arabie Saoudite, personne ne le souhaite, qu'aux Émirats, personne ne le souhaite. Mais si nous voulons avoir un agenda positif, nous devons partir du fait que nous reconnaissons les intérêts légitimes de nos partenaires. Je tiens justement à le souligner. Je ne dresse pas une liste de ce qui est légal, de ce qui est illégal, mais une puissance aussi importante que l'Iran, qui est présente sur ce territoire depuis des milliers d'années. Les Iraniens, les Perses vivent ici depuis des siècles. L'Iran a évidemment ses propres intérêts et ces derniers doivent être respectés. On peut bien sûr discuter de ce qui est légal et illégal, s'il s'agit d'intérêts légitimes ou si une certaine limite a été dépassée. Mais pour qu'il y ait une compréhension mutuelle, pour comprendre ces nuances, subtilités, problématiques, il est nécessaire de mener un dialogue. Aucun problème ne peut être résolu sans dialogue. Par conséquent, je pense que je peux partager les préoccupations des Émirats Arabes Unis et de l'Arabie Saoudite. Mais seuls les États concernés peuvent résoudre les problèmes qui les opposent. Quant à la Russie, nous ferons tout notre possible pour créer les conditions nécessaires à une dynamique positive.
Je pense qu'étant donné que la Russie a de bonnes relations avec l'Iran et de très bonnes relations avec nos amis arabes, l'Union soviétique n'entretenait pas de relations de haut niveau avec l'Arabie saoudite, mais avait en général d'excellentes relations avec le monde arabe, avec presque tous les pays. L'Union soviétique entretenait de très bonnes relations avec l'ensemble du monde arabe. Par conséquent, nous sommes déjà revenus à ces relations de qualité. Ce n'est pas un processus en cours. Si nous profitons de nos bonnes relations avec l'Iran et le monde arabe, avec l'Arabie saoudite, avec les Émirats arabes unis, il me semble que nous pourrons trouver entre nous quelque chose qui constituerait notre intérêt commun. J'ai parlé de notre travail positif en Syrie. Oui, nous, c'est-à-dire la Turquie, l'Iran et la Russie, sommes très actifs dans le cadre de ce trio et nous obtenons des résultats. Mais sans le soutien de l'Arabie saoudite, ce serait absolument impossible. Tout le monde en est conscient. Sans le soutien adéquat des Émirats arabes unis non plus. Par conséquent, il y a quelque chose qui, malgré de fortes oppositions, nous oblige tous à unir nos efforts pour atteindre un objectif commun. Il faut trouver ces objectifs et travailler ensemble. Cela créera les conditions nécessaires à la normalisation des relations entre les pays de la région. Monsieur le Président, permettez-moi de vous poser encore une question. Il ne fait aucun doute que la Russie joue son rôle dans les événements du Golfe Persique. Vos services secrets ont un fort potentiel. Il n'est pas possible que la Fédération de Russie ne soit pas au courant de ce qui s'est réellement passé dans le cadre de ces attaques sur les installations pétrolières. Eh bien, croyez-le ou non, nous ne sommes pas au courant. Immédiatement, dès le lendemain, j'ai posé cette question aux dirigeants des services de renseignement extérieur et du ministère de la Défense. Et j'ai eu comme réponse, non, nous n'en savons rien. Je ne dirais pas qui aurait dû être au courant pour n'insulter personne, mais nous n'avons pas d'informations fiables à ce sujet. Monsieur le Président, passons maintenant à la Syrie. Vous avez récemment annoncé la suspension des actions militaires de grande envergure en Syrie. Et tous espèrent maintenant un règlement politique. Vous en avez parlé au forum du Club Valdai. Vous avez dit que la Syrie pourrait effectivement devenir un vrai exemple de comment résoudre ce genre de conflit. Pensez-vous qu'on puisse parler de règlement politique alors que des États étrangers tels que les États-Unis, la Russie, la Turquie et l'Iran sont toujours présents en Syrie? Y a-t-il, malgré les conditions de cette zone instable, l'espoir d'une stabilité en Syrie? Il faut garder espoir. L'espoir, c'est ce qui me rend dernier. Je suis tout à fait d'accord avec vous quant au fait que tous ceux qui sont présents sur le territoire d'un État étranger, en l'occurrence ici la Syrie, de manière illégitime, doivent quitter son territoire. Cela s'applique à tous les États. Si les futures autorités légitimes de Syrie disent qu'elles n'ont plus besoin de la présence des forces militaires russes, alors bien sûr, cela s'appliquera également à la Fédération de Russie. Aujourd'hui, nous débattons de cette question de manière absolument ouverte avec tous nos partenaires. Les Iraniens, les Turcs. Nous en avons également parlé à maintes reprises avec nos partenaires américains. Et j'ai déjà dit ouvertement à mes homologues ce que je vais vous dire. Le territoire syrien doit être libéré de toute présence militaire étrangère et l'intégrité territoriale de la Syrie doit être pleinement rétablie. Avez-vous une vision de l'avenir politique de la Syrie et du rôle de la Russie dans ce contexte? Vous savez, seuls les Syriens peuvent répondre à cette question. C'est la question la plus compliquée. J'espère que cela ne sera pas réglé par la force des armes, ni par des conflits armés ou par une guerre fratricide, mais par des négociations entre eux, comme je l'ai déjà mentionné, à Genève.
Et la première étape, c'est bien sûr de travailler sur la loi fondamentale du pays, c'est-à-dire la Constitution, soit sur des amendements, soit sur une nouvelle Constitution. Il ne fait aucun doute que les intérêts de tous les groupes ethniques et religieux doivent être garantis. Les gens doivent comprendre qu'ils vivent dans leur propre pays et bénéficient de la protection de ce pays et de ses lois. Cela concerne les sunnites, les chiites, les alaouites, aussi bien que les chrétiens. En effet, la Syrie a toujours été un État multiconfessionnel et peut en être fier. Seuls des insensés pouvaient lancer une telle campagne de massacre, comme l'ont fait les groupes terroristes en Syrie. Je le répète, ça ne sera pas simple. C'est un processus compliqué, mais il est selon moi réalisable. Savez-vous ce qui me fait voir les choses de manière positive? C'est qu'aujourd'hui, beaucoup reviennent dans leur foyer. Des milliers de personnes rentrent de l'étranger ou d'autres territoires syriens, sur leur terre d'origine, dans leur foyer. C'est un signe certain que les gens font confiance à la situation actuelle, aux garanties fournies par l'État et aux pays garants présents sur place. Je suis heureux de constater que les gens en Syrie ont une grande confiance dans les militaires russes, notamment dans notre police militaire. La police militaire qui œuvre en Syrie et qui le fait avec honneur est composée en grande partie de soldats originaires du nord du Caucase. Ils sont tous de confession musulmane. Et les habitants locaux s'adressent à eux pour obtenir une protection. J'en ai des exemples concrets. Et il est tout à fait encourageant de noter cela. Mais certainement, pour que la situation se stabilise vraiment et pour qu'elle reste stable à long terme, il faut que les gens s'entendent. Une mauvaise paix vaut toujours mieux qu'une bonne guerre. Maintenant, Monsieur le Président, je voudrais que nous nous éloignions du Moyen-Orient et du Golfe Persique. Vous dites souvent qu'il est nécessaire d'améliorer les relations russo-américaines, car s'il y a, pour ainsi dire, une panne de quelque nature que ce soit dans ces relations, cela peut vraiment créer un climat malsain dans le monde, dans son ensemble. Aujourd'hui, avec l'administration Trump, compte tenu des messages que publie sur Twitter Donald Trump, espérez-vous qu'il y aura des progrès vers une amélioration des relations bilatérales? Vous lisez ces messages sur Twitter, n'est-ce pas? Non, non, je suis désolé, je n'ai pas de compte Twitter moi-même. Donc non, je ne le suis pas. Mes équipes m'en informent de temps en temps, bien sûr. L'avis du président américain est toujours important pour beaucoup de gens, pour le monde dans son ensemble, mais je ne lis pas tout cela moi-même. Alors, si on imagine que le président Trump sera réélu l'année prochaine, croyez-vous qu'il sera plus ambitieux lors de son deuxième mandat, plus obstiné dans l'objectif de détente dans les relations avec Moscou? La Russie sera-t-elle prête à renouer le dialogue?
Excusez-moi, vous travaillez pour RT. Grâce à des gens comme vous, ils vont pouvoir blâmer la Russie de s'ingérer dans leurs élections. Car vous venez d'admettre que la réélection de Trump était possible. Ils vont dire, eh bien voilà, c'est déjà là une sorte d'ingérence dans la campagne électorale de la part de la Russie. Mais plus sérieusement, nous savons tous ce que dit et comment s'exprime le président américain, M. Trump, à propos des relations entre nos deux pays. Nous savons également qu'il s'est prononcé en faveur d'une normalisation déjà lors de sa précédente campagne électorale. Or, malheureusement, cela n'a toujours pas été accompli. Mais nous n'avons rien à lui reprocher, car on voit comment se déroule la politique intérieure des États-Unis. L'agenda politique national ne permet pas au président en exercice de prendre des mesures visant à améliorer radicalement les relations entre la Russie et les États-Unis. Quoi qu'il en soit, nous travaillerons avec n'importe quelle administration américaine, tant qu'elle le souhaite elle-même. Mais bien sûr, nous avons des inquiétudes liées à la sécurité et à la stabilité stratégique internationale. C'est évident. Plus récemment, les États-Unis se sont retirés du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Cela aussi était, à mon avis, une mauvaise démarche. On pouvait régler cette question autrement. D'ailleurs, je comprends les préoccupations des Américains. D'autres pays développent ce type d'armes, tandis que la Russie et les États-Unis se sont limités eux-mêmes. Mais il ne fallait pas, selon moi, briser l'accord. Il y avait d'autres opinions possibles pour faire évoluer cette situation. Il ne nous reste, pour ainsi dire, plus qu'un seul instrument visant à restreindre la course aux armements, le traité START 3. C'est un accord sur la limitation des armements stratégiques offensifs, c'est-à-dire qu'il concerne toute la gamme, les 3 types d'armes stratégiques, tous les systèmes de missiles, qu'ils soient terrestres, maritimes ou aériens. Il expire en 2021. Pour qu'il soit prolongé, il faut se pencher dessus dès maintenant. Nous avons fait des propositions, elles sont sur la table de l'administration américaine, mais pour l'instant, aucune réponse. Nous supposons qu'ils n'ont pas encore décidé s'il fallait renouveler cet accord ou non. Mais s'il disparaît, il ne restera rien dans le monde en termes de limitation des armes offensives. Et ce serait très grave. Le monde serait face à une toute autre situation, certainement plus dangereuse. Le monde deviendrait plus dangereux et moins prévisible que celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Malgré cela, l'OTAN avance. N'avez-vous pas l'impression que cette avancée vers vos frontières représente une menace? Comment allez-vous y réagir? Nous avons cette impression, évidemment. Nous l'avons toujours eue. Nous en avons toujours parlé. Mais à chaque fois, on nous répondait « N'ayez pas peur, ce n'est pas contre vous. Et il n'y a rien à craindre car l'OTAN est en transformation. Ce n'est plus du tout une organisation militaire, elle n'a rien d'agressif et ainsi de suite. » Cependant, personne n'a modifié la charte de l'OTAN. Il y a un article, je ne me souviens plus lequel, peut-être est-ce le 5e, mais je peux me tromper, concernant le soutien militaire entre membres de l'organisation. C'est un bloc militaire. Et bien sûr, quand les infrastructures d'un bloc militaire s'approchent de nos frontières, cela ne peut pas nous réjouir. Il faut aussi avoir en tête que l'OTAN n'est rien d'autre qu'un outil de la politique étrangère des États-Unis. Je pense que personne n'a plus aucun doute sur ce point. En Europe, on en parle. Regardez ce qu'en dit le président français. Je n'ai rien inventé. Et que pouvons-nous observer d'autre? Des États intègrent l'OTAN et après, personne ne leur demande la permission de déployer certains types d'armements. C'est ainsi que des éléments du système antimissile sont apparus en Roumanie. Bientôt, il y en aura en Pologne. C'est tout près de nos frontières. Évidemment, cela représente une menace pour nous.
car il s'agit d'une tentative de niveler notre potentiel stratégique nucléaire. Cette tentative est vouée à l'échec, c'est évident. Je pense que pour les spécialistes aussi, c'est évident. Tout simplement parce qu'avec les systèmes d'armement dont nous disposons, et dont j'ai déjà parlé, je ne rentrerai pas dans les détails, ces tentatives sont totalement vaines. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a rien de positif là-dedans. C'est la raison pour laquelle nous percevons effectivement cela comme une manœuvre déstabilisatrice. Elle détériore la situation. Il n'y a vraiment rien de positif là-dedans. Monsieur le Président, passons à un autre dossier qui est toujours d'actualité, à savoir la résolution du conflit israélo-palestinien. La Russie et l'Union soviétique ont joué un rôle important dans ce processus. On se souvient par exemple de la conférence de Madrid. Nous constatons qu'à l'heure actuelle, la Russie n'est pas très impliquée dans ce dossier, alors que les États-Unis parlent solennellement d'un deal du siècle, et ce alors même que le gouvernement israélien continue de mener une politique autoritaire. Mais où se place la Russie face à ces problèmes fondamentaux pour le Moyen-Orient? Cela ne dépend pas de nous, de nos actions. C'est à tous ceux qui sont impliqués dans ce processus de décider s'ils veulent voir quelqu'un y participer ou non. D'ailleurs, nous avons aussi de très bons rapports avec Israël. Presque 1,5 million de citoyens israéliens sont des ressortissants de l'ex-URSS. C'est pratiquement un pays russophone. Où que vous alliez, dans un magasin par exemple, tout le monde parle russe. Par conséquent, nous ne sommes pas indifférents à ce qu'il se passe là-bas. Mais nous avons une position ferme quant au règlement palestinien. Nous suivons strictement toutes les décisions de l'Organisation des Nations Unies et considérons qu'elles doivent être appliquées. Pour ce qui est du deal du siècle, nous soutiendrons tout accord qui mènera à la paix. Mais nous devons comprendre de quoi il s'agit. Car pour l'instant, les détails de ces propositions dans le cadre de ce qu'ils appellent le deal du siècle ne sont pas clairs. Les États-Unis ne les ont toujours pas soumis à l'opinion publique, ni à leur propre pays, ni au Moyen-Orient ou à la Palestine. Nous partons de la nécessité de mettre en œuvre le projet de résolution à 2 États, en créant un État palestinien. Nous avons proposé il y a quelque temps d'organiser une rencontre à Moscou entre le Premier ministre israélien et les représentants de l'administration palestinienne. Mais malheureusement, cette rencontre n'a pas eu lieu. Nous avons tout fait. Nous avons organisé plusieurs sessions, plusieurs rencontres entre différents groupes palestiniens. Nous considérons qu'une réunification palestinienne serait un facteur très important, car le fait de présenter des propositions différentes affaiblit la ligne palestinienne en général. Nous y travaillons. Cela ne signifie pas que nous avons complètement abandonné ce processus, qu'il ne nous intéresse pas. Cela nous intéresse beaucoup. Et ce surtout parce que nous considérons que le conflit israélo-palestinien est la clé d'un grand nombre de problèmes dans la région. Et que tant qu'il n'est pas réglé, il reste entre autres une source de radicalisme et de terrorisme. Dès que les gens sentent qu'ils n'ont pas la possibilité légale de défendre leurs droits, ils prennent les armes. Je pense qu'en ce sens, la Palestine n'est pas la seule à être intéressée par un règlement définitif de ce problème. Le peuple israélien l'est aussi. Avant de venir ici, nous avons fait un sondage sur le site de notre chaîne RT Arabique. Un grand nombre de personnes y ont participé. Nous avons posé une question simple. Si vous rencontriez le président russe, que lui demanderiez-vous? Bien sûr, cela a suscité beaucoup d'intérêt et nous avons noté les questions les plus populaires. On ne les citera pas toutes ici,
Mais l'une des plus pertinentes parmi celles que nous avons vues et qui intéressent les spectateurs arabes, qui sont très inquiets quant au rapport entre la Russie et le monde arabe le jour où vous ne serez plus président de la Russie, ils se demandent comment vont changer les rapports entre la Russie et le monde arabe. Comment votre successeur va-t-il envisager cette question ? Ce qui compte, ce n'est pas le nom du dirigeant russe. Mais nos intérêts nationaux. Les intérêts nationaux de la Russie, des peuples russes et d'autres peuples de la Fédération de Russie dictent la nécessité de renforcer nos relations avec le monde arabe. Le monde arabe a toujours attiré la Russie par son aspect mystérieux, par sa culture, par les possibilités qu'il offre et le potentiel qu'il représente. Je n'ai aucun doute que la Russie renforcera ses relations avec le monde arabe encore plus vite dans les années à venir. Merci beaucoup.